Vous exigiez que Slobodan Milosevic se remette à la table des négociations pour signer les accords de Rambouillet. Maintenant, vous semblez dire on est d'accord de discuter à partir du moment où il arrête ses frappes. Vous revoyez déjà vos ambitions à la baisse. Non, pas du tout. Mais il y a des priorités à ces moments. La priorité que j'ai à ces moments, c'est d'arrêter la situation sur le terrain, la criminalité sur le terrain, les souffrances sur le terrain. Est-ce que vous attendiez réellement à ce que ce désastre humanitaire soit de cette ampleur? Est-ce que vous aviez prévu ça ou c'est un scénario totalement inattendu? Malheureusement, nous avons prévu un scénario très dramatique parce que nous savons bien que la planification de M. Milosevic a été déjà faite pour essayer de terminer brutalement avec les Kosovars et les Albanais au Kosovo. Alors, est-ce que dans les heures qui viennent ou dans les jours, vous avez l'intention de prendre ou d'inciter à une initiative diplomatique quelconque? Pas à mon initiative, non. Je ne sais pas si le Conseil de l'Atlantique Nord voudrait faire quelque initiative, mais à ce moment, je crois que l'initiative politique et l'initiative réelle se trouvent du côté Milosevic. D'accord, je vous remercie, M. Solana. Voilà, donc ici à l'OTAN, c'est toujours clair, on attend que Slobodan Milosevic fasse le premier geste. Merci Chantal. L'un des chefs de guerre serbes les plus violents, inculpé de crimes de guerre par le tribunal pénal international. Le commandant Arkan est âgé de 45 ans. Son nom était lié aux pires exactions contre les musulmans de Bosnie et les Croates en 1991. Sa présence au Kosovo depuis plusieurs jours a poussé le tribunal à prendre cette initiative. Manuela Sherman. Avec son bébé dans les bras ou aux côtés de sa femme, Željko Ražnatović, alias Arkan, tente de donner l'image d'un bon père de famille. Et pourtant, derrière cette image se cache l'autre Arkan, le sanguinaire commandant de la pire milice serbe, les Tigres. Selon les dernières informations des Alliés, Arkan et ses hommes seraient au Kosovo pour en chasser les Albanais. Alors, dimanche dernier, Arkan s'est affiché dans Belgrade, narguant au passage l'Alliance Atlantique. Regardez, on raconte que je suis au Kosovo, mais je suis ici, à Belgrade. Seulement si un seul soldat de l'OTAN met le pied au Kosovo, je vous promets que j'irai moi aussi. Pour l'interview, Arkan avait enfilé son plus beau costume, mais sa tenue préférée, c'est le treillis militaire. Arkan, 45 ans, ancien voleur, reconverti dans la terreur patriotique. À la tête de sa milice, les Tigres, il a commandé les pires massacres de la guerre. Les viols de Vukovar, en Croatie, c'était lui. Le nettoyage ethnique, en Bosnie, c'était encore lui. Et il n'avait jamais été inquiété. Depuis la fin de la guerre de Bosnie, Arkan s'est reconverti dans les affaires. Il possède un club de foot à Belgrade, mais il se dit prêt aujourd'hui à réactiver son réseau de volontaires. Et devant les caméras, il exhibe un trophée, un morceau du F-117 américain qui s'est écrasé en Serbie samedi soir. Ça, c'est un avertissement pour Bill Clinton. Il ne faut jamais chercher querelle aux Serbes. Depuis ce matin, Arkan est officiellement inculpé de crimes de guerre par le tribunal pénal international. Les frappes de l'OTAN inquiètent aussi les familles des soldats belges en mission en Bosnie. Elles craignent des représailles des Serbes de Bosnie. La caserne d'Arlon a mis en place une structure d'accueil pour informer les proches de la centaine de soldats du 2e bataillon cycliste actuellement en Bosnie. Reportage Philippe Dourte. Les frappes de l'OTAN ne laissent personne indifférent. Pour plusieurs centaines de familles belges, l'inquiétude est même très vive. C'est que plus de 500 militaires belges sont toujours stationnés en Bosnie-Herzégovine, à une portée de missiles du Kosovo ou de Belgrade. Dès le déclenchement des hostilités la semaine dernière, la cellule info-famille du 2e bataillon cycliste d'Arlon a été submergée d'appels et de visites. 101 militaires de cette unité sont actuellement à Tomislavgrad. Leurs proches sont angoissés. On a très peur, surtout quand j'ai entendu à la TV que Milosevic il avait dit que ces soldats ils peuvent tuer les soldats de l'OTAN. J'avais eu très peur parce que je sais que nos militaires ils pouvaient faire du sport et tout ça, ils étaient dans la ville et tout. Mais j'avais toujours peur pour pas qu'il y avait quelques Serbes qui étaient là-bas dans le village, ici il y en a, qui les attaquent pas, qui les prennent pas en otage comme ce qu'ils avaient fait il n'y a pas longtemps.
More are on the march from Kosovo. Albanian authorities have brought in trucks and buses from all over the country to transport the refugees. Many of them were able to pack thin mattresses, a blanket, a suitcase, a bag of potatoes. But still, they are traumatized. Men and women weep. Mothers fear for their newborns. Children have seen more than most could bear in a whole lifetime. And many are afraid the real aim is to wipe their culture out of Kosovo. They were shelling our houses, says this woman. I don't know where my sons are. For days now, the forced exodus from Kosovo has brought with it the same stories, only the timing is different. Today, the police came into our yard, says this woman. They told us we must go. They said that if we didn't, they would come back at night and kill us all. The threats, the terror, and the systematic expulsions include forcing Kosovars to take part in their own humiliation. At the border, a Serb special policeman casually hands this tractor driver a tool. Yugoslav army soldiers watch from above. The man must remove his own license plate and hand it over. It's meant to discourage his return. The people who are being forced out of Kosovo continue to report that the Yugoslav border guards are still stripping away their identity papers and removing their car registration plates. But despite their trauma, these people say they want to go home again. They say they will. When things get better, says this man, we'll go back. It is our land. If we had weapons, we would go right now and fight. Long before the Allies dropped a single bomb. There were 260,000 people displaced by fear and direct action against them before the NATO action started within Kosovo. These scenes have been played and replayed ever since the Yugoslav president dreamed up Greater Serbia a decade ago. These people say they are the victims of a one-man-made catastrophe. Christiana Manpour, CNN at the Kosovo-Albanian border. In Russia, Prime Minister Evgeny Prigozhin haben, das Victory-Zeichen. Es ist sicherlich alles andere als ein Sieg, Haus und Hof im Kosovo verlassen zu haben, aber sie sind drüben. Das drüben heißt Albanien, Mutterland sagen viele Kosovo-Albaner dazu. Wohnen und leben wollten sie hier bisher nicht. Ihre Heimat hieß Kosovo. Unüberschaubare politische Verhältnisse in Albanien standen lange Zeit gegen das Weggehen, gegen die Flucht. Bis jetzt mit den Angriffen und Übergriffen der serbischen Einheiten keine Chance mehr bestand. Die haben jetzt für unüberschaubare Zeit Lebenswerke vernichtet, Perspektiven zugeschüttet. So mancher hat Verwandte verloren, hat Unbeschreibliches erlebt, Zeit zur Trauer blieb nicht. Das albanische Kukës war das Ziel. Sie sahen noch Tote überall auf der Straße liegen, erzählt sie. Ihre Häuser wurden angezündet, der Sohn wurde direkt in den Kopf geschossen. Da die Gegend von Kukës kaum mehr aufnahmefähig ist, werden viele Flüchtlinge in Busse eingeladen, weiter nach Tirana. Wie es dort weitergehen soll, ist ungewiss. Die Flüchtlingswelle trifft eines der ärmsten Länder Europas, das sich noch nicht richtig von den Unruhen 1997 erholt hat. So spricht man in Tirana auch schon von einer neuen Krise, der Flüchtlingskrise. Behörden sprechen davon, dass 100.000 Menschen allein in Nordalbanien auf den Füßen sind. Eine Belastung für ein ohnehin zerbrechliches System, gekennzeichnet durch hohe Arbeitslosigkeit und unbezähmbare Kriminalität. Viele von den Flüchtlingen werden von albanischen Familien aufgenommen. Wie lange diese Großherzigkeit bei der Armut anhält, ist kaum zu sagen. An den Bussen stehen Männer in Uniform, UÇK, die kosovo-albanische Befreiungsarmee. In Albanien haben viele Gruppen ihre Basis und ihren Waffennachschub. Junge Albaner werden offenkundig ausgesondert und ins Kosovo zurückgeschickt. Wer einsatzfähig genug ist, soll in den Kampf, eine Flucht mit womöglich tödlichem Ende. Unterdessen wenden die Serben ein weiteres infames Mittel an, die Identität der Kosovo-Albaner dauerhaft und wirksam zu treffen. Flüchtlinge schildern nicht nur Mord, Vertreibung und Brandschatzung, neuerdings werden auch Gemeindearchive, Grundbücher, Geburts- und Heiratsurkunden vernichtet. Wer will das später beweisen, wer er ist, woher er kam und welches Recht er überhaupt noch auf ein Stückchen Kosovo hat? Gleichzeitig rief die Belgrader Regierung die Flüchtlinge auf, zu bleiben und das Unglück der Bombardierung gemeinsam zu tragen.
Die NATO sei schuld am Flüchtlingselend. Guten Abend, Heribert Roth in Tirana. Häusern und pferchen sie in einen Zug. Ziel Mazedonien. Dort angekommen, schickt die Polizei sie wieder fort. Ziel Kosovo. Nach welchem System dabei vorgegangen wird, wer weiß das schon so genau. Ein anderer Zug bringt Flüchtlinge bis kurz hinter die Grenze. Dort werden sie ausgesetzt. Entlang der Bahngleise tasten sie sich zur nächsten Ortschaft. Die meisten Menschen kommen immer noch über die Berge, haben stundenlangen Fußmarsch durch unwegsames Gelände hinter sich. Einige Frauen, so berichtet das UN-Flüchtlingswerk, brächten unterwegs Babys zur Welt. Wer sich noch halbwegs auf den Beinen halten kann, trägt Verletzte, Kinder, Alte. Mehr als 20.000 Flüchtlinge befinden sich mittlerweile in Mazedonien, einem Land, das in Europa als arm gilt. Nun kommen täglich Tausende von Menschen hinzu. Die Abfertigung läuft immer schleppender, die Grenzer fühlen sich dem Ansturm schon längst nicht mehr gewachsen. Bisweilen waren die Schlagbäume für Stunden geschlossen. Mit diesen Menschen hier hatten die mazedonischen Sicherheitskräfte ein Einsehen. Sie erlaubten ihnen, von einem Berg herunterzusteigen, auf dem sie 3 Tage lang ausgeharrt hatten. An Hunger, Kälte und Schwäche seien 2 Kinder, ein junger Mann und 2 ältere Menschen gestorben, berichten einige der Angekommenen. Um nicht den Überblick zu verlieren, registriert man die Flüchtlinge in provisorisch eingerichteten Kleinstmeldestellen auf der grünen Wiese. Besser hier als in Skopje. In der Hauptstadt scheinen angesichts der Flüchtlingsströme die Nerven blank zu liegen. Ein Polizist verliert für einen Moment die Beherrschung, als ein Kameramann offenbar Unerwünschtes dreht. Dabei gleichen sich die Bilder seit Tagen. Wartende, teils weinende Menschen auf der einen Seite des Metallgitters, eine Handvoll überarbeiteter Beamter auf der anderen Seite. Die internationale Hilfe ist mittlerweile angelaufen und sie ist auch dringend nötig. In dieser Schule in Blace, die im Moment keine mehr ist, haben Mitarbeiter karitativer Organisationen eine Notunterkunft aufgebaut. Viele Flüchtlinge können hier wenigstens einen Bissen zu sich nehmen, ein wenig ausruhen. Gedanken an den nächsten Tag und seine möglichen Strapazen schieben sie erstmal weit weg. So, dann wollen wir es nochmal versuchen. Ici dans ma maison, il y a eu des spéculations que je suis tué, que je suis été tué et aussi blessé, et aussi que ma maison était détruite. Mais heureusement, je suis là depuis il y a 8 jours. Depuis le retour de Paris. Ibrahim Rugova est sain et sauf. Depuis quelques jours, des rumeurs indiquaient qu'il aurait été blessé ou disparu. Le chef modéré des Albanais du Kosovo a reçu chez lui des journalistes présents à Pristina, le chef-lieu du Kosovo. Point principal de cette déclaration, Ibrahim Rugova a demandé aux Occidentaux de cesser leurs frappes aériennes sur la Yougoslavie. Le chef modéré des Albanais du Kosovo a donné cette interview sous contrôle de la police serbe qui assurerait par ailleurs sa protection. Et peu avant dans la journée, on apprenait que l'OTAN avait décidé d'intensifier ses frappes aériennes. Les Alliés ont dû renforcer aujourd'hui leur dispositif aérien. Leur armada compte désormais 430 avions de combat. Par ailleurs, de nouvelles cibles font partie des objectifs de l'opération Force Alliée. Celle-ci pourrait concerner des bâtiments officiels de Belgrade, la capitale yougoslave. Ici, des bombardements qui ont concerné aujourd'hui des cibles tactiques. Raison principale avancée par les Alliés pour justifier ces bombardements, la tragédie des réfugiés kosovars. En effet, selon l'OTAN, les exactions serbes dans la province se seraient aggravées. Près de 130 000 Albanais du Kosovo ont dû fuir depuis le début de l'opération Force Alliée, direction l'Albanie, la Macédoine et le Monténégro. Emma Bonino, la commissaire européenne à l'aide humanitaire, est actuellement en Albanie pour évaluer les besoins des réfugiés dans la région. Des estimations qu'elle devra communiquer lors de la conférence sur les réfugiés du Kosovo qui doit se tenir demain à Bonn, la capitale allemande. Gerhard Schröder, le chancelier allemand, a d'ores et déjà débloqué 12,5 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés kosovars. Dans les villes albanaises, les centres d'accueil s'improvisent. C'est vers ces camps, ici une piscine de Tirana, que sont acheminés les réfugiés à peine la frontière franchie. 20 000 personnes supplémentaires sont arrivées depuis hier après-midi.
Elles sont désormais plus de 100 000 en Albanie qui accueillent...